l'urbanisation planétaire. L'urbanisation planétaire, c'est un concept qui avait été forgé initialement sur la base d'intuition de Henri Lefebvre, le sociologue urbain marxiste français. Pour le dire en deux mots, la société urbaine a inexorablement gagné, boostée par le capitalisme. La société urbaine a gagné sur l'espace rural. Les modes de vie ruraux disparaissent sous l'effet de la poussée de comportements qu'on associe historiquement à la ville, comme la connexion, la disparition de la communauté qui normalement unifiait les villages au profit de sociétés, donc de liens d'interdépendance plus lâches. Et puis aussi physiquement, le monde rural disparaît sous l'effet de la croissance urbaine, c'est-à-dire que les villes vont avoir besoin de l'espace rural pour, par exemple, transformer des forêts en élevage ou en plantation industrielle de soja, etc., pour nourrir ces mêmes élevages à destination des marchés urbains. Les villes ont besoin également d'énergie, d'où la disparition du monde sauvage au profit de mines, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment l'idée d'une urbanisation qui déborde de la ville et puis qui va vraiment gagner l'ensemble du territoire ASE à l'échelle mondiale. C'est une intuition qui date en gros du tournant des années 70, qui est un petit peu tombée à la trappe aux oubliettes pendant une quarantaine d'années, jusqu'à la publication il y a 5 ans d'un ouvrage clé de sociologie, de 2 chercheurs internationaux qui ont proposé de remettre ça à jour et de montrer que 50 ans après, les intuitions de Lefebvre été exactes. Alors quand leur ouvrage est sorti sur l'urbanisation planétaire réactualisée, il a déclenché beaucoup de controverses internationales, qui ont très peu été relayées en France. Cette pandémie, on sait où elle est née. Elle est née à Wuhan. Elle est née dans un marché de gros au moment où une personne a donc mangé un pangolin qui probablement a été infecté par une chauve-souris. Ces virus passent des chauves-souris aux animaux sauvages puis aux animaux domestiques sous l'effet de la déforestation qui va contraindre ces animaux sauvages à quitter leur habitat naturel. Et puis là, ils vont être en contact avec d'autres animaux. Et c'est comme ça que les pandémies viennent à nous, c'est ce qu'on appelle la zoonose. Quand on regarde bien les principales épidémies récentes sur les 15 dernières années, elles se situent plutôt en Afrique, notamment Afrique de l'Ouest et puis en Asie, qui sont précisément ces zones géographiques où l'urbanisation extensive, disons, a été la plus accélérée sur les 20 dernières années. Si on prend maintenant la manière dont l'épidémie s'est diffusée, on pourrait penser que le virus, il est urbain. Il l'est maintenant, c'est sûr. Mais au départ, il est arrivé par le périurbain plutôt. Si on regarde précisément ce qui s'est passé en Italie, en France, en Allemagne, à chaque fois, on est frappé par le fait que c'est plutôt des petites villes situées à 20, 30, 40 km ou des stations de ski, qui elles aussi sont dépendent complètement de marchés urbains, qui ont été les interfaces par lesquelles le virus est venu d'Asie et ensuite s'est diffusé dans toute l'Europe. La station du Tyrol, station de ski, où c'est en plein dans le monde sauvage, mais en même temps, c'est complètement urbanisé, puisque c'est que des citadins qui viennent d'Europe du Nord, d'Allemagne, d'Angleterre, etc., pour pratiquer le ski, qui ont été infectés là-bas, et qui ensuite l'ont diffusé dans leur pays d'origine. Le virus, il est arrivé par ces périphéries urbaines, et de là, évidemment, il s'est diffusé dans les centres-villes par la suite. Donc quasi simultanément, au moment où il est apparu en Chine, il s'est transplanté en Europe. Si on compare avec une pandémie comme la Grande Peste au Moyen-Âge, à l'époque, il a fallu une douzaine d'années au virus pour traverser la route de la soie et arriver jusqu'en Europe. Donc on aurait pu avoir le temps de se préparer. Cette fois-ci, c'était impossible de se préparer parce que cette interconnexion de la galaxie urbaine mondiale rendait toute précaution caduque. Le virus est directement arrivé en Europe. C'est plutôt des classes supérieures qui ont transmis le virus par des pratiques de sociabilité intenses. Les premières infections étaient par exemple au Brésil, c'était dans un club hyper select à côté de Rio, un club de plage qui est fréquenté que par l'élite. En Afrique, c'était quasiment toujours des expatriés européens qui l'ont transmis individuellement dans ces pays. Donc dans un premier temps, l'élite globalisée l'a transmis, et dans un deuxième temps, ceux qui ont payé le prix le plus élevé de la pandémie, c'est plutôt les pauvres, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas les moyens soit de pratiquer les tests, soit d'acheter des masques, ou soit de se protéger parce qu'ils vivent dans des logements surpeuplés avec des cohabitations intergénérationnelles. C'est plus facile de s'isoler quand on est aisé dans sa résidence secondaire. Et tout ça, ça a été bien mis en lumière au cours du confinement. En Europe, en France en particulier, il y a eu beaucoup de conflits liés à l'exil des Parisiens hors de Paris, par exemple, mais ça s'est passé dans beaucoup de pays avec parfois des tentatives des États de bloquer ces migrations. Il y a quand même pas mal de signaux faibles qui le montrent, c'est qu'effectivement, il y a
une volonté, notamment des classes moyennes et supérieures, plutôt de s'extraire de la ville, hein, parce que les villes sont moins attractives qu'auparavant. La ville, normalement, elle est bâtie sur la densité, mais aussi sur l'hétérogénéité, le fait de pouvoir rencontrer des étrangers assez facilement. Maintenant, on se méfie des étrangers parce qu'ils sont potentiellement porteurs d'un virus qui peut nous tuer. Donc tout ça va rendre plus facile, hein, la montée d'une idéologie anti-urbaine, hein, qu'on voit historiquement se développer après chaque pandémie. Donc là, c'est sans doute ce qui se prépare. La pandémie a révélé a renforcé d'autres tendances qui étaient déjà à l'œuvre, hein, préserver les terres agricoles en périphérie des villes à cause des excès de l'urbanisation et de l'étalement urbain sur les 40 dernières années. Le confinement a mis en lumière des ruptures dans le stock d'approvisionnement avec des régions qui se sont retrouvées en pénurie de denrées de base. Par exemple, la région dont je viens produit beaucoup de blé, mais ne le transforme pas sur place, ce qui fait qu'il y a eu des ruptures dans la chaîne d'approvisionnement de farine. Donc ça provoque des prises de conscience très fortes chez les élus qui faut en même temps préserver absolument ces terres agricoles qui, historiquement, sont généralement situées justement à proximité des grandes villes. Donc, d'un côté, on va sans doute avoir un mouvement effectivement de pression, hein, sur la périphérie qui va s'accélérer, dont on a pourtant bien vu les limites, hein, avec la crise des Gilets jaunes. Et d'un autre côté, on va sans doute avoir des freins très forts, hein, notamment politiques, pour freiner ça. Hein. Je pense qu'une des manières de sortir du conflit, ça serait de mettre en avant d'autres modèles de relations ville-campagne. Il y a une notion qui est en train de monter en puissance depuis quelques années dans certains milieux intellectuels progressistes européens, qui est la notion de biorégion, qui vise justement à concilier de manière plus harmonieuse une ville, par exemple, et son hinterland, et l'écosystème que tout cet ensemble géographique va abriter. Mais pour parvenir à la notion de biorégion, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra arriver à davantage dépasser les clivages administratifs et politiques qui vont diviser une grande région urbaine actuellement et parvenir à une planification plus démocratique que ce qu'on a l'usage de faire actuellement.